Nous sommes de retour dans cette édition du 6 juillet 2022 du live de Téléfinance et il est désormais temps d'ouvrir notre rubrique dédiée au monde des crypto-monnaies, le Flash Crypto, avec nos invités que je vais vous présenter dans un instant, puisque le secteur des crypto-monnaies, ça ne vous a pas échappé, traverse actuellement une profonde crise que l'on pourrait qualifier d'existentielle, puisqu'une multitude de petits investisseurs ont perdu une partie de leur économie. À la lumière de cette terrible expérience, est-ce que l'Union européenne doit élaborer une crypto-réglementation pour favoriser l'innovation tout en protégeant les utilisateurs, et ce, au détriment de l'esprit initial des cryptos, à savoir la décentralisation? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec nos invités. Et nos invités, d'abord, c'est Madame Nathalie Janson. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On vous présente plus, mais je vais le faire quand même. Vous avez un doctorat en économie, vous êtes professeur associé d'économie à Neoma Business School et vous êtes spécialiste des questions de politique monétaire, de régulation bancaire et du monde des crypto-monnaies. C'est pour cette dernière spécialité que vous êtes avec nous aujourd'hui. Je suis également avec Arthur Toz. Bonjour, bonjour Arthur. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin également. Vous êtes capital risqueur et investisseur dans les valeurs technologiques via votre holding Calmia Capital. Vous êtes également contributeur aux publications Agora et spécialiste des crypto-monnaies depuis bientôt 10 ans. On va commencer avec vous Nathalie et je vais vous poser cette question Nathalie, où en sommes-nous de cette idée de la réglementation des crypto-monnaies? Là on a bien avancé au niveau européen puisqu'effectivement fin juin on est arrivé à un compromis avec MiCA qui était donc une réglementation qui était déjà dans le pipe depuis quelques temps et en fait on peut y voir là une façon de bien terminer la présidence européenne par la France, puisqu'en fait MiCA reprend essentiellement l'esprit de la réglementation de la PSAN, qui fait partie de la loi Pacte, c'est-à-dire ceux qui régulent en fait les plateformes, ceux qui proposent en fait la gestion des actifs numériques, les fameux PSAN. Okay. Voilà. Donc en somme, pour résumer, MiCA en fait étend ce que la France fait, si on veut être caricatural, et c'est un petit peu ça quand même qui se passe. Donc en fait, c'est la France de ce point de vue-là a du coup une petite avance. Donc l'idée c'était qu'on ne voulait pas qu'en Europe il y ait une surenchère ou un moins 10 ans de la réglementation vis-à-vis des cryptos pour pouvoir, au nom évidemment de la protection de l'investisseur, puisque c'est toujours ça qui est en point de mire des régulateurs. Et donc c'était donc l'idée d'avoir donc ici l'approche c'est celle par la licence. C'est celle par voilà, parce que la licence permet de vérifier l'honorabilité et les compétences en fait de ceux qui proposent des services d'échange et de transactions en actifs numériques. En fait, c'est vraiment ça qui est fondamental. C'est une sorte de certification en fait. Alors, c'est pas une certification parce qu'on n'est pas une obligation, mais néanmoins, étant donné que, comme vous venez de le dire, on parle de compétences et qu'il y a cette idée qu'on va vérifier si vous les avez. Si vous les avez. Et dans quel contexte, du coup, je l'ai un peu rappelé, mais dans quel contexte s'inscrit MiCA aujourd'hui? Est-ce que c'est... Bon, alors MiCA, c'est quand même, on en a parlé avant même qu'il y ait un effondrement. Donc, il n'y a pas, voilà, c'est pas parce que le marché des cryptos a subi une forte hausse. Et je rappelle encore, le niveau du Bitcoin aujourd'hui, c'est celui de novembre 2020. Donc, bon, c'est pas comme si on était en 2017 ou 2018 où il avait baissé jusqu'à 3005, ou même d'ailleurs quand il y a eu les premiers Covid. Donc, voilà, faut remettre les choses un peu à sa place. Mais c'est surtout parce qu'effectivement, comme il y a une forte volatilité, il y a cette idée qu'on doit protéger l'investisseur qui n'a pas compris que c'était risqué et qu'on doit s'assurer. Alors, il y a ça, et puis aussi la deuxième dimension qui est quand même très très importante et qui est qu'on entend souvent, qui revient en boucle, c'est l'idée qu'on ne doit pas favoriser le blanchiment d'argent et qu'on doit s'assurer que ça ne finance pas le terrorisme. Donc, en fait, quand on parlait de compétences, c'est en fait une grande partie des compétences vérifiées, c'est à ce niveau-là. D'accord. C'est-à-dire de l'identification de l'origine des fonds, où ils vont, etc. Donc ça, c'est une grande préoccupation en fait de la loi MiCA, pour être très très. C'est pas tant en fait finalement l'exposition au risque que vraiment s'assurer qu'en fait de l'origine des fonds et de leur destination en fait. Qui est au cœur de cette préoccupation. Voilà. Donc on peut dire que c'est un peu une petite victoire française
de ce point de vue-là, pour en tout cas les régulateurs français, qui doivent être contents de se dire qu'évidemment ils vont inspirer. Bon, maintenant je ne sais pas si c'est une très bonne chose pour le secteur de la crypto, mais en tout cas les régulateurs français, eux, ils sont contents d'avoir marqué d'une pierre l'histoire de la réglementation crypto européenne. Écoutez, voilà. On verra bien tout ça. Donc vous dites qu'effectivement, donc c'est marqué un peu du sceau MiCA et marqué du sceau français. Oui. Est-ce que dans ces cas-là, dans ce contexte-là, eh bien, l'homogénéisation de MiCA est quasiment acquise, ou ça peut être compliqué? De toute façon, c'est le début ici. Hein. Ouais, donc là, on va avoir l'horizon, c'est qu'on pense qu'il y aura une ordonnance. Donc là où vraiment ce sera en janvier, c'est une adoption voilà, vraiment définitive au niveau législatif, au niveau européen, et puis effectivement une mise en application pour 2024. 2024. Voilà, c'est à peu près ce qui est comme horizon. Alors maintenant, il y a eu des victoires, parce que bien évidemment, le secteur de la crypto a essayé de lobbyer pour pas contrer cette réglementation. Bien évidemment, parce que le problème, c'est que vous faites des licences pour pouvoir, effectivement, vous avez bien entendu, Binance a eu sa licence PSAN en France là récemment. Donc forcément, si vous faites une licence à chaque fois, par rapport à des pays où il n'y a pas cette étape nécessaire de la licence, et évidemment aux États-Unis, il n'y a pas cette étape obligatoire. En tout cas, il y a une multitude de possibilités, puisqu'aux États-Unis, on va dire que les États se font concurrence pour avoir des législations différentes. Donc forcément, là, on se retrouve avec une Europe, maintenant, il n'y a plus de concurrence. C'est-à-dire que, effectivement, jusqu'à maintenant, il y avait une possibilité pour les différents États d'avoir des approches différentes. Aujourd'hui, avec MiCA, c'est plus possible. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, il y a une forme de concurrence, comme vous dites, entre les États en Europe. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les utilisateurs Bitcoin vont se diriger vers des plateformes américaines, du coup, ou... disons que c'est compliqué. Est-ce qu'on se tire une balle dans le pied, finalement? Alors, certains vous diront que oui, puisque du coup, vous allez passer par l'obligation de cette étape de la licence, d'identification, puisque effectivement, du coup, comme vous identifiez le prestataire, alors non seulement il a des obligations de voir d'où viennent les fonds, mais du coup, effectivement, en tant qu'utilisateur, l'identification simplifie la procédure de se retourner contre le prestataire si vous n'êtes pas content. On verra avec Arthur Toss justement comment les experts, les professionnels de la crypto voient cette réglementation arriver. Pour MiCA, le principal problème qui était quand même soulevé plein de fois, c'est que si vous avez un wallet, comme vous êtes sur le réseau, vous avez un portefeuille numérique, dans le cœur de réseau Ethereum ou Bitcoin, on va prendre les deux plus importants, le réseau il ne vous contrôle pas. Et il ne pourra jamais faire un KYC, le réseau. Il n'est pas capable. Ça n'a pas été créé pour ça. Et ça, il n'y a pas les fonctionnalités, il n'y a pas... Alors, encore sur Ethereum, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être rajouter dans le temps. Sur Bitcoin, c'est beaucoup plus complexe parce que Bitcoin, c'est quelque chose d'un peu plus stoïque, on va dire, que Ethereum. Donc, c'est un peu complexe. Après, la question que vous vous posez, c'est est-ce que le fait que utiliser les wallets dans le réseau va devenir plus compliqué parce que vous aurez du mal à prouver d'où viennent les fonds, etc. Est-ce que c'est un risque ou pas? C'est pas le principe de la blockchain de savoir identifier tous les mouvements, l'origine de chaque mouvement en fait finalement. Vous savez identifier l'origine de chaque mouvement, mais vous savez pas à qui appartient le wallet. Et c'est ce qui pose problème aux acteurs européens. C'est-à-dire, c'est de se dire qu'un wallet, ça peut être détenu par n'importe quel terroriste, on va dire Al-Qaïda, et que vous pouvez ne pas le savoir. Vous savez où ils vont envoyer les mouvements. C'est pour ça que il y a aussi quelque chose, c'est que toutes les études économiques que vous trouvez, du FMI, du machin et tout ça, tous ceux qui vous disent que les cryptos sont massivement utilisés pour la fraude, c'est plutôt faux parce qu'en fait, vous pouvez très facilement blacklister. C'est-à-dire quand il y a eu des gros piratages de crypto-monnaies, de bitcoin, etc., qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que tout le monde s'est mis autour de la table au niveau des grands acteurs, Binance et tout ça, et ils ont dit telle adresse a pris les bitcoins qui étaient volés, on a blacklisté et vous pouvez plus les utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire qu'après... rien n'empêche de recréer un wallet par la suite. Oui, mais vous êtes suivi. Avec un autre... mais vous êtes suivi. Non, mais il y a des gens... Oui, mais il y a des gens, des services de cybersécurité qui vont suivre ces wallets. Vous pouvez faire 50 000 mouvements avec ces wallets. Comme vous êtes toujours dans la blockchain de Bitcoin, on va prendre, à chaque fois que vous allez envoyer, mettons vous avez votre premier wallet là, vous envoyez à 100 000 wallets différents. Et ben, automatiquement, ces sociétés-là vont dire,
les bitcoins qui étaient frauduleux ont été envoyés dans ces 100 000 wallets et donc automatiquement, Binance et tout ça va dire tous ces wallets ils sont coupés. Et en fait, après, ce que vous devez réussir à faire, c'est à blanchir vos bitcoins. Pour le faire, généralement, on passe par des systèmes un peu plus complexes où on va essayer de passer par des crypto-monnaies qui sont voilà, ou des crypto-actifs pour ceux qui veulent anonymes comme le Monero. Parce que finalement, ce qu'on a remarqué là, ces derniers temps, c'est que la chute des cryptos, elle est plutôt imputable. Je dirais que ceux qui en ont pâti, c'est ceux qui avaient investi dans du stablecoin. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est ce que vous nous expliquiez la dernière fois, c'est les cryptos, le coin arithmétique, algorithmique. C'est cette catégorie de crypto qui est finalement peut-être nécessaire d'être réglementée aujourd'hui. Ah mais pas celle qui est. En tout cas, c'est pas ça l'objectif de Mika. C'est pas l'objectif de Mika, mais c'est un énorme problème. Mais c'est, enfin, si vous voulez, le coin algorithmique, c'est quelque chose d'un peu, on va dire, fumeux. Moi, j'ai jamais vraiment été quelque chose. C'est des maths. Oui, mais en fait, vous allez créer un produit financier que la majorité des gens comprennent pas, avec des risques que la majorité des gens comprennent pas. D'accord ? C'est par exemple, c'est la même chose quand vous faites des pools de liquidité pour permettre à des gens, par exemple, on va prendre un exemple, vous avez de l'Ethereum, tout le monde connaît, vous voulez le stacker, vous allez sur Binance, vous allez obtenir ce qu'on appelle du BETH, qui est l'équivalent de l'Ethereum que vous avez stacké, sauf que vous pouvez l'échanger, alors que si vous stackez dans la blockchain Ethereum, vous êtes bloqué pour X mois. Donc on vous donne de la liquidité en créant un nouveau produit. D'accord ? Pour que cette liquidité marche, Binance propose aux gens en disant mettez dans la pool des Ethereum et des BETH, comme ça les gens vont pouvoir échanger, on va toujours rééquilibrer la pool. Et normalement, un Ethereum égale un BETH. Sauf que en général pour s'assurer ça. Sauf que ça, la finance le sait depuis longtemps. Quand vous dites qu'un actif égale un autre actif, le jour où vous perdez l'équivalence entre les actifs, ça devient très compliqué. Mais vous avez la même chose au niveau. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais si vous voulez, qu'est-ce qui pose un problème à la BCE actuellement ? À partir du moment où dans son portefeuille, on a ce qu'il faut pour pouvoir répondre à la demande en cas de. Qu'on surcollatéralise en général. C'est ça. Mais c'est un principe même bancaire. Je veux dire, les crédits viennent du fait que vous avez des réserves fractionnaires. C'est-à-dire que vous n'avez pas autant de liquidité. Il y a des ratios de capitaux propres nécessaires à avoir. Oui, mais vous avez toujours un risque. Ça marche pas. C'est ce qu'on appelle un impairment loss dans les cryptos. Et ça, c'est un risque. Mais si vous voulez, quand on vous dit il y a que dans les cryptos que les gens s'amusent à faire ça, c'est faux. Oui. Les mêmes mecs qui ont créé des produits financiers complexes, c'est les mêmes mecs qui ont créé des produits financiers dans les années 2000 dans les banques. Moi, je les connais. Et c'est des mecs qui sont venus. Et moi, récemment, je connaissais un mec, il s'est fait défoncer. Et en fait, c'était quelqu'un qui venait des produits titrisés immobiliers, etc. Et il a recréé la même chose, c'est-à-dire il a créé des options avec des effets de levier, des machins, des trucs. Mais la réglementation a évolué en fonction de... À chaque fois qu'on identifie une faille, finalement, par la force des choses, dans un système, la réglementation évolue. Du coup, la réglementation MiCA dont on parle, probablement, aujourd'hui est figée, plus ou moins, elle va être améliorée probablement à la marge. J'imagine que c'est après, elle va sans doute... C'est-à-dire, dans cette réglementation MiCA, comme je disais, en fait, là, on s'adresse vraiment aux échanges, c'est essentiellement pour savoir qui fait quoi et à qui contre qui on peut se retourner s'il se passe quelque chose de mal. Après, dedans, il n'y a pas la finance décentralisée, parce que c'est trop compliqué pour le moment. Heureusement, ils n'ont pas mis, parce que là, ça aurait vraiment tout figé, puis ça n'avait vraiment pas lieu d'être. Il n'y a pas non plus, il y aura pas non plus les NFT qui sont dedans pour le moment. Les NFT, puisque là, c'est pareil, c'est tellement poliforme que vouloir tenter de dire un NFT, c'est ça. Là, c'était risqué vraiment de bloquer le système, enfin, bloquer carrément les acteurs européens. Et on a quand même des acteurs assez importants. Oui, c'est ça. On a Sora, en plus, qui est français, donc ils ne pouvaient pas aller jusque-là. Mais effectivement, les stablecoins, c'est pareil. En fait, la réglementation est pas. MiCA touche un peu le sujet, mais pas vraiment non plus complètement. Donc là, on est vraiment juste dans l'idée qu'on a adopté une même approche du fait qu'il faudrait que les acteurs dans ce secteur aient une licence. C'est tout ce qu'on... C'est juste ça pour l'instant. C'est juste on s'assure, d'accord, pour qu'on puisse se retourner contre quelqu'un, comme vous dites, une personne morale à un moment. À un moment. Juste, je suis désolé, j'ai une question à vous poser. Je suis tout de suite après à vous, Arthur, sans problème. Est-ce que cette réglementation, et c'est une question que j'ai vraiment envie de vous poser, et à vous aussi, Arthur, est-ce que cette future réglementation, finalement, qui va rassurer bon nombre d'investisseurs, et notamment les investisseurs institutionnels, pourrait pas être la source du prochain rallye haussier sur les cryptos ?
disons que je ne suis pas certaine non que ce soit. Il est certain. Pour les investisseurs institutionnels, alors pour ceux européens peut-être parce qu'effectivement ils étaient quand même pas beaucoup. Ils étaient moins sur le marché que les Américains. Donc voilà, il y a effectivement visiblement pareil. Le secteur bancaire pourrait même pouvoir. Par l'identification des prestataires de services en actifs numériques, donc par cette réglementation, ils pourraient en effet pouvoir aller sur ce marché, alors que pour le moment, en fait, ils n'ont quasiment pas le droit. C'était les banques européennes. Les banques européennes avaient quand même, pour le moment, c'est plutôt un veto. C'est-à-dire qu'en fait, même vous, en tant que client, si vaut mieux que vous taisiez auprès de votre banque le fait que vous investissez dans le Bitcoin ou vous avez un compte Bitcoin, parce qu'ils n'aiment pas du tout. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser au plan d'épargne Bitcoin lancé par TV Finance, etc. Voilà, vous êtes obligé d'aller effectivement vraiment sur des produits spécialisés, sur des acteurs mais effectivement pour le moment les banques européennes c'est veto parce que de toute façon en 2000, je crois que c'était 2019 ou 2018, il y avait eu lors d'un sommet du G20, ils avaient prié les banques de n'avoir aucune relation avec les acteurs avec les plateformes. Donc pour le moment c'est ça, alors qu'effectivement avec MiCA il y aurait l'ouverture de la possibilité d'avoir du secteur bancaire qui pourrait proposer, en tout cas qui pourrait être lié. Mais donc on parle de baleines dans le secteur des cryptos, là c'est des méga baleines, c'est des cachalots qui arriveraient sur le marché avec une masse de liquidités énorme, du coup par la force des choses. Je pense qu'on n'en est quand même pas là vu la réticence naturelle des Européens envers le secteur crypto quand même. On va marquer une courte pause, puis je vous pose la même question Arthur juste après et à tout de suite. Nous sommes de retour dans notre Flash Crypto avec nos invités, Madame Nathalie Janson, professeure d'économie à Neoma Business School, et Arthur Toss, spécialiste des crypto-monnaies et investisseur capital risqueur, spécialiste des valeurs technologiques. On continue, Arthur, on continue sur ce débat-là. Donc vous pensez pas que cette future réglementation pourrait amener un rallye haussier dans le monde des cryptos? En tout cas, pas du fait de l'entrée de méga mastodontes sur ce marché. Oui, parce que ça c'est toujours un truc qu'on aime se le vendre, c'est va y avoir Goldman Sachs, va y avoir machin, va y avoir truc sur le secteur technologique, voilà, mais ça vous savez jamais vraiment quand ça va arriver. Non mais comme dit Nathalie, c'est plutôt Société Générale, Deutsche Bank, BNP Paribas. Oui, non mais même, on peut mettre les Européens, mais c'est un peu comme quand vous regardez un club de foot et qu'on vous disiez, que vous allez dire, il y a Mbappé qui va arriver, on va gagner. C'est pas parce qu'il y a Mbappé qui vient dans un club que vous allez gagner quoi que ce soit. Voilà. Ici, on le sait mieux que partout ailleurs. Éventuellement un championnat de Ligue 1, mais pas une Champions League. Mais voilà. Par contre, ce que la réglementation fait, et ça c'est bien parce qu'il faut toujours voir un peu l'histoire, ce qui a fait qu'Internet a émergé et le e-commerce, c'est le fait que le paiement est devenu possible, d'accord ?
parce que le fait qu'on vous livre en 24 heures, machin et tout ça, ça c'est très bien. Mais si on n'avait pas réussi à mettre du paiement et à mettre de la confiance sur Internet, tout ça, ça serait jamais arrivé après. C'est arrivé parce qu'il y a des acteurs confiance. qui Vous parlez de confiance, donc de réglementation. C'est PayPal, c'est Amazon et tout ça. Et dans les années 2000, il y a eu des réglementations. Alors, c'est pas forcément bancaire, ça dépendait des pays, etc. C'était pas au niveau de l'Union européenne déjà à l'époque. Il y avait beaucoup de choses qui étaient encore locales. Donc là, c'est vraiment différent parce qu'on a essayé de faire un bloc alors qu'avant c'était. Et c'est pour ça que vous avez des pays qui ont un Internet beaucoup plus développé que d'autres en Europe. Et vous n'avez pas une harmonisation d'Internet, et vous avez le même problème aux États-Unis. Vous avez des États avec une pénétration du e-commerce qui est beaucoup plus forte, et ça ne vient pas forcément des gens qui composent cet État. Ça vient du fait que ces États-là, ou que même en France, on a mis des règles et des normes au début, donc on a permis aux gens d'avoir confiance dans un système et donc d'utiliser ce système. Donc pour vous, la réglementation est nécessaire, si je comprends bien. Ah bah bien sûr. Non mais si vous mettez pas de réglementation, c'est le Far West. Si c'est le Far West, vous pensez que Madame Michu ou Papy Machin, il va aller... non. Ceci dit, l'intérêt de PayPal, c'est aussi, pour ces acteurs-là, c'est aussi de mettre des protections pour que les utilisateurs l'utilisent. C'est de la confiance en fait. Oui, parce que de toute façon, il n'y a pas... c'est pour ça que moi, je serais moins radical, je serais plus radical qu'Arthur sur ce sujet. C'est-à-dire que la réglementation, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que c'est aussi de l'intérêt de PayPal de rassurer les utilisateurs de PayPal, parce que sinon ils n'utiliseraient pas PayPal. Mais donc là, l'intérêt de Mika, c'est de rassurer les utilisateurs européens et de revoir, donc finalement, de revoir ceux qui sont floués, se sont fait flouer par la force des choses, donc ont perdu leurs petites économies, revenir sur le marché des cryptos en confiance. Alors, je suis pas sûr que Mika, son but, ça soit de faire de l'investissement. Non, mais ça serait amené. Ce serait pas de faire. Ce serait par la force des choses. C'est plus de faire des échanges, de créer des produits qui permettent aux gens d'avoir confiance. Exactement. Voilà. Mika, c'est plus se dire, par exemple, si vous achetez, je sais pas, mais si demain on tokenise de l'immobilier, c'est dire que vous pouvez avoir confiance en la tokenisation de votre immobilier. Et du coup, ça peut être intéressant parce que sur NSCPI, vous achetez un bloc d'immobilier, vous savez pas ce que vous avez, et peut-être que ce qui vous arrangerait, c'est de pouvoir acheter des tokens de plusieurs biens qu'il y a dans cette SCPI et de faire vous-même votre panier. J'en sais rien, il y a plein de choses qui sont possibles. Et ça, pour que ça existe, il faut quand même que vous ayez une réglementation, une règle qui permet à l'investisseur d'avoir confiance. Or, à l'heure actuelle, quand vous investissez sur ces projets dans le monde des crypto-monnaies, c'est encore un peu folklorique. Même au début, ceux qui investissaient sur Sorare, et moi j'ai acheté des cartes au début parce que ça m'amusait, parce que voilà, on le faisait déjà sur FIFA, donc pourquoi pas le faire sur la blockchain. Mais voilà, mais c'est vrai que si vous voulez faire rentrer des jeunes, des machins, des choses comme ça, il faut que les parents ils aient confiance, il faut que, voilà, vous rentrez dans un système un peu où vous êtes obligé de faire en sorte que tous les acteurs aient confiance entre eux, et ça, il n'y a que le politique qui peut le faire. C'est-à-dire que l'idée qu'on va créer un produit, qu'on va l'informatiser, complètement décentralisé, et que tout le monde va se faire confiance parce qu'il y aura une genre d'intelligence artificielle au milieu qui va gérer les relations. Vous y croyez pas, vous qui êtes un... Non mais j'aimerais y croire, mais si vous voulez... Parce que c'est votre secteur, vous êtes diplômé d'Epitech, vous êtes vous-même, vous comprenez, expliquez, définissez comme étant un geek, du coup vous nous expliquez ça. Non mais j'aimerais aussi que j'ai un robot à la maison qui me prépare les œufs le matin, qui sache me parler de ce que j'aime, qui sache sortir avec moi, et on aimerait tous avoir un humanoïde. On est bien conscient que c'est pas encore maintenant qu'on aura un humanoïde, donc c'est un peu la même chose. Un réseau totalement décentralisé, avec tout ce qui se fait tout seul, et de la gestion du risque, etc. C'est très compliqué. Il y a des gens qui ont essayé. Dans l'aérien, on a fait des choses avec des blockchains spécialisées pour l'aérien qui collatéralisent. En fait, vous allez mettre vos sous et donc si l'avion il part pas, on vous rembourse automatiquement, etc. Mais c'est très compliqué parce que du coup, vous avez aussi les gens qui font exprès de pas se présenter, etc. Donc en fait, vous rentrez dans des problématiques qui sont considérables parce que l'homme est quelqu'un, voilà, avec d'excellentes qualités et d'excellents défauts. Beaucoup de défauts aussi. Donc forcément, vous devez tout adresser. Et ça me paraît compliqué au niveau technique d'adresser quelque chose. Il faut savoir quand même que l'ordinateur, c'est encore beaucoup à l'heure actuelle une succession de conditions. Et donc si vous sortez de cette succession de conditions, c'est infernal pour l'informatique. Or, une transaction, un monde financier, c'est pas une succession de conditions. C'est beaucoup de choses différentes qui s'imbriquent. C'est plus une toile. Or, encore à l'heure actuelle, Internet, l'ordinateur, voilà, tout le secteur de l'informatique, c'est encore beaucoup une succession de conditions. Ça va changer dans les années à venir. Moi, c'est mon pari.
C'est un truc à 10-15 ans. Parlons de votre pari, Arthur, justement. Du coup, est-ce que sur quelle crypto il faut miser là maintenant avec ce qui arrive? J'aime pas le terme miser déjà chez moi. Parier, alors sur quel investir? Investir, puisque vous êtes investisseur de long terme. Du coup, dans quelle crypto faut investir? Alors, moi, j'investis toujours et j'ai toujours eu le même idée, c'est quand j'achète des actifs, j'achète pour des raisons, parce que je crois à une histoire. Après, elle se développe pas, et vous la vivez au fur et à mesure et vous devez la suivre. On va prendre le Bitcoin. Principale histoire du Bitcoin pour moi, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'utilisation. Pourquoi? Parce que les Européens vont faire un stockage de valeur. Et les Africains, les Sud-Américains vont l'utiliser parce que c'est un super proxy quand vous voulez stocker de l'épargne chez vous parce que vous n'avez pas confiance en votre banque, et vous pouvez le transformer en dollars, le transformer en monnaie locale, et ça fait un système de proxy. Voilà. Après, on peut juger de est-ce que c'est performant, pas performant, etc. Il y a d'autres choses. Et donc mon idée, c'était que de toute façon, ça allait être beaucoup plus utilisé parce que des pays dans lesquels vous n'avez pas confiance en la monnaie, il y en a beaucoup. Allez voir des Libanais qui ont tout perdu, des Vénézuéliens. Voilà. Voilà, il y en a beaucoup. C'est juste que nous, on s'en rend pas compte parce que nous, on râle matin, midi et soir en disant la baguette, elle a monté et tout ça, mais on n'a jamais connu. On se lève le matin, la baguette était à 50 centimes, le soir, elle est à 5 euros. Il y a des pays dans lesquels... le Bitcoin, il y a 6 mois, il était à 60 000, là, il est à 20 000. Du coup, non, mais on est d'accord, le Bitcoin en lui-même, le Bitcoin, comme c'est un actif qui est récent, il a une volatilité qui est importante. Cette volatilité, elle est censée se comprimer dans le temps. D'accord ? D'ailleurs, elle se comprime un petit peu. Oui. Mais c'est juste que comme vous êtes dans une volatilité extrême, quand votre volatilité de base c'est 90% et que vous passez à 80%, les gens ne voient pas la différence. Oui, je comprends tout à fait. Voilà. Mais c'est un système de cycle. Sur Internet, c'était la même chose. Quand vous parlez à des gens qui font de l'e-commerce à l'époque, il y avait des différences de commandes d'un jour à l'autre qui étaient faramineuses. Il y avait des jours, moi je connais, pour ceux qui connaissent, LDLC et tout ça, il y avait des jours, il y avait 0 commande, le lendemain il y en avait 20. Maintenant, ça n'existe plus, une différence entre 0 et 20 comme ça. Voilà, LDLC a toujours un... Alors, vous avez à Noël, il y en a plus, Black Friday, il y a une saisonnalité, effectivement. Il y a une saisonnalité sur les cryptos? Ah bah, bien sûr. Vous avez une saisonnalité. Vous avez une saisonnalité qui est due ne serait-ce que à la dépense. Plus vous allez faire de transactions, plus va y avoir de choses. Vous avez une saisonnalité qui est due aussi à tous les principes d'investissement. C'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup de gens qui rebalancent 2 fois par an leur portefeuille, ce genre de choses. Donc ça peut avoir un effet, un impact à court terme, etc. Après, moi, jouer dessus, ça n'a jamais été mon... Il y en a qui sont peut-être bons là-dessus, mais moi, ça n'a jamais été mon... Vous n'avez pas répondu à la question, Arthur. Quelle crypto, on investit dans quelle crypto aujourd'hui pour jouer la réglementation? Moi, j'ai toujours privilégié les choses qui étaient déjà établies. Donc moi, mon cœur de portefeuille, c'est quand même Bitcoin, Ethereum. Même si on cherche tous l'Ethereum killer, le Bitcoin killer et tout ça, machin. Je suis pas sûr qu'un jour il arrivera peut-être, mais savoir est-ce que ça va être Bitcoin qui va être le numéro 1 ou est-ce que ça va être un autre, moi je pense que c'est toujours difficile. C'est pour ça que moi je pratique un peu le même principe que ce qu'on fait dans le capital risque. C'est ce qu'on appelle de l'essaimage. Donc on essaye d'acheter plein de choses et après forcément quand vous avez acheté tôt, vous avez des choses qui peuvent prendre un pourcentage dans votre portefeuille qui est important, et puis voilà. Mais disons que mon idée, c'est que même si, je vais dire un chiffre, mais c'est peut-être pas celui-là parce que je ne regarde pas tous les jours, mais imaginons que Bitcoin représente 40% de mon portefeuille, demain il s'effondre, il représente 0. Peut-être que ça sera Avalanche qui aura pris le lead sur l'univers, et ce que j'ai mis sur Avalanche représentera 50 ou 60% de mon portefeuille, j'aurai compensé ma perte. Après, il y a une potentialité, c'est que j'ai misé sur plein de cryptos, j'ai mes grosses cryptos, et j'ai raté la petite qui est montée. Mais ça c'est un risque inhérent à un investisseur long terme en fait, en réalité. Voilà, et c'est un risque qui est encore plus vrai dans les cryptos. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'actifs. C'est vrai que si vous avez fait ça à l'époque, par exemple dans les moteurs de recherche, en gros, vous mettiez 1000 € dans chaque moteur de recherche, il y en avait en gros 15 dans les années 2000. Je peux vous assurer que ceux qui ont fait ça, ils sont riches maintenant, et ils n'ont pas fait quelque chose de très compliqué. Ils sont partis du principe qu'ils ne savaient pas si c'était Google, Yahoo, Microsoft qui allait gagner. Ils ont mis 1000 € partout, et maintenant les mecs ils sont millionnaires. Et ils n'ont rien fait, ils sont assis. Donc c'est un peu plus compliqué qu'à l'époque parce que vous avez plus d'acteurs. Moi je pense que quand même on a beaucoup plus d'acteurs aussi qui sont des acteurs un peu fumeux, parce qu'on s'en rend pas compte, mais dans les années 2000 sur internet on avait quand même beaucoup d'acteurs qui étaient fumeux. La raison, l'essence de Mika en fait finalement, de mettre de côté ces acteurs fumeux probablement. Je pense que ça va rien changer, c'est-à-dire quand vous êtes au-delà du top 100 des cryptos, les gens qui achètent ça... vous parlez de crypto, d'accord, ok. Ouais, en market cap, si vous êtes au-delà du top 100, ceux qui achètent c'est des rigolos, des mecs qui font des paris, des
choses comme ça. Et après, vous avez aussi une notion, c'est que les jeunes de maintenant sont plus parieurs que les jeunes d'avant. Alors pourquoi ça? Vous avez plein de théories, parce qu'ils ont joué aux jeux vidéo, parce qu'ils n'ont pas confiance en l'avenir, donc ils se disent que la seule manière de devenir riche, c'est de parier. Bon, il y a plein de théories. En sociologie, il y a plein de théories, mais je pense qu'après, quand on parle de paris, par exemple chez les jeunes, avec les influenceurs, les choses comme ça, c'est plus lié à un amour des comportements risqués des jeunes de maintenant qu'aux cryptos. C'est-à-dire que si c'était pas les cryptos, ils parieraient sur les matchs de foot. C'est la même chose. Vous voyez, dans les brokers, si vous prenez les comptes des brokers, ceux qui sont venus le plus sur les options ces dernières années, c'est des jeunes. Pourquoi c'est des jeunes qui sont venus le plus? Parce que sur les options, vous pouvez gagner 10 000% et perdre tout. Voilà. Et les jeunes, ils aiment ça. Donc je pense que c'est pas trop les cryptos. Et après, c'est des gens qui ont envie d'aller là-dessus. D'ailleurs, c'est les jeunes qui ont le plus râlé sur Mika. Pourquoi? Et sur le PSAN, parce que sur Binance, vous avez tous les produits à effet de levier qu'on appelait un peu YOLO, parce qu'on pouvait faire du x100, x200, etc. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une grosse bêtise, mais bon, voilà. Et ça, c'est des produits que Binance a été obligé d'enlever. Et c'est les jeunes qui ont râlé le plus en disant bah ouais, mais avant on avait le produit et maintenant on n'a pas le même choix de produit que les autres. D'accord? Mais la vérité, c'est qu'on l'enlève parce que pour un qui va devenir riche, et encore, faut qu'il arrive à gagner son argent, et ceux qui deviennent riches comme ça, généralement, ils le perdent après. Donc, et pour ceux qui savent, c'est que le principe de l'investisseur, c'est pas de devenir riche, ça c'est la partie 1 du travail, c'est déjà compliqué, c'est de le rester. C'est comme pour un pays. Le problème, c'est pas de se développer, c'est de rester développé. On arrive à la fin de cette émission, ça a filé, merci beaucoup à vous deux, merci Nathalie, je rappelle que vous êtes professeur associé d'économie à Nemoa Business School. Arthur Toss, merci beaucoup, vous êtes capital risqueur et on l'entend bien et on le comprend, spécialiste des crypto-monnaies. Flash Crypto c'est fini, on va marquer une rapide pause et on se retrouve juste après pour notre point bourse, à tout de suite sur Téléfinance.